Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Ponty-Bernard et je suis le cofondateur de la société Anomia. Ce podcast a été créé pour vous permettre de découvrir des avocats et des grands avocats et surtout leur vraie vie. Quelles sont leurs missions, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs réussites et quels sont leurs échecs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons un avocat un petit peu particulier. On pourrait même dire chez les profanes que c'est un peu le patron des avocats. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon interview avec Olivier Cousy, bâtonnier au barreau de Paris. Olivier Cousy est avocat depuis 1986 et c'est ce qu'on pourrait appeler un pur produit du cabinet Gide. Arrivé en 86, il n'en est jamais parti. En 34 ans de carrière, 34 ans chez Gide. Et depuis l'année dernière, celui-ci est devenu bâtonnier au barreau de Paris. Dans cet épisode, il vous explique son parcours, ses combats, ses enjeux, ses projets, ce qu'il a mené et pourquoi il est devenu bâtonnier de Paris. Je vous laisse découvrir mon épisode avec Maître Cousy et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Olivier Cousy. Bonjour. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans les magnifiques bureaux du 4 boulevard du Palais à Paris. Donc on est ici à la Cour d'appel de Paris, dans des bureaux magnifiques. Et je vous remercie de nous recevoir. Bonjour Olivier Cousy. Bonjour, vous êtes bienvenue, puisque ce bureau est le mien de manière un peu éphémère, puisque le bâtonnier passe, les bureaux restent, et le bureau du bâtonnier est un lieu à la fois magnifique, avec des souvenirs, des traces du passé, mais aussi un lieu important, symbolique, puisque c'est là qu'on reçoit les confrères, que beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses s'échangent, et c'est un lieu de mémoire. C'est un magnifique lieu. Alors du coup, là on parle du bâtonnier, mais moi j'aimerais bien revenir aux origines. Alors peut-être pas aux origines profondes, mais en tout cas, qui était Olivier Cousy avant de devenir avocat ? Alors je suis fils d'avocat, et ceci n'a pas forcément un rapport avec cela, mais pour moi la profession d'avocat n'était certainement pas la profession que je voulais faire. Et donc j'étais étudiant en droit, j'ai fait Sciences Po, j'ai voulu faire du journalisme, j'ai fait l'Institut français de presse, et puis ensuite j'ai voulu être diplomate, je voulais aller manger des petits fours à l'autre bout du monde, et j'ai passé l'ENA, j'ai eu l'ENA à l'écrit, et j'ai raté l'ENA à l'oral. Voilà, j'en parle encore avec émotion. Donc c'était pour moi là, une voie un peu tracée plutôt de devenir diplomate. C'était le sujet. Bon, après cet échec, il a fallu que je commence à songer à travailler. J'ai épousé Anne, mon épouse. Et donc on est dans les années 86, 85, 86, 1985, 1885. Et à ce moment-là, je vends sur le marché de l'embauche des avocats une capacité à connaître les milieux des médias par les différentes formations que j'avais faites, le milieu du droit public, et on tombe au moment où se créent ce qu'on a appelé les télévisions privées, c'est-à-dire la 5, la 6, et Mitterrand donne des autorisations pour exploiter les télévisions privées, notamment à M. Berlusconi, qui avant de faire de la télévision, était un opérateur, un entrepreneur, un investisseur immobilier. Et donc Berlusconi va, parce qu'il était dans le milieu immobilier, va voir un associé du cabinet Gide à l'époque, qui s'appelle toujours Gérard Tavernier, qui maintenant est à la retraite. Et grâce à Frédéric Nouel, que vous allez, je crois, interviewer prochainement d'ailleurs, qui était dans la même promotion que moi à l'école, et donc je fais un bref passage chez le bâtonnier Henri Adair pour faire du droit de la presse, et Frédéric Nouel me fait rencontrer cet associé de Gide qui dit vous connaissez le droit de la communication, ça tombe bien, on va travailler ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, et je me suis retrouvé à faire des tas de choses, y compris du droit immobilier, qui n'était pas du tout ma spécialité, à travailler comme collaborateur chez Gide. Et là du coup, vous avez déjà passé le CRFPA ou c'est à partir de ce moment-là que vous le passez ?
Non, c'est après l'avoir passé. Ok. Après l'avoir passé, puisque quand j'ai 83 ou 84, quand je rate l'ENA, je passe en même temps l'IEJ ou le passage à l'EFB, parce que ça s'appelait le CFP, Centre de formation. Et donc je passe et j'enchaîne effectivement l'année et puis le diplôme. Et alors du coup, quand vous arrivez chez Gide, vous arrivez en quelle année? En 90? Je commence à travailler chez Gide en 86. En 86. Donc vous arrivez chez Gide en 86. Voilà, non, mais c'est l'époque où j'arrive dans un cabinet qui est déjà l'un des plus grands cabinets de la place de Paris. Et je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, il y avait 70 avocats. Et c'était considéré comme énorme. Ouais. Et aujourd'hui, Gide, on doit être à 400 ou 500 avocats. Oui, puis c'était la grande période de Gide avant qu'il y ait le split et que le cabinet se reconstruise, etc., qui est les départs. Et donc, quelles étaient au début vos missions en tant que collaborateur? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les avocats témoigner sur ce qu'ils font au quotidien, mais en 86. Bon, essentiellement, on fait le travail on prépare les dossiers, on rédige des projets, on fait des recherches, on fait des notes, on participe quand on a de la chance à un rendez-vous, on assiste à un rendez-vous. Mais alors chez Gide, ça a toujours été la tradition, c'est une tradition historique de Loiret-et-Noël. Hein, on est très vite mis dans le bain, c'est-à-dire que contrairement à des cabinets structurés qu'on a pu connaître par ailleurs, il n'y a pas réellement un parcours de... Alors il y avait, peut-être ça a changé, peut-être les jeunes vous diront autre chose aujourd'hui, mais il y a l'idée qu'on est assez vite mis en responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne passe pas 2 ans comme de recherche, puis 2 ans de préparation, puis etc. Ça dépend des dossiers, ça dépend un peu des occasions, mais on peut se retrouver. Moi je me souviens, je me suis retrouvé très vite, très tôt. J'ai un souvenir qui me fait encore froid dans le dos, de me retrouver en train de négocier la signature d'une promesse de vente d'une tour à la Défense. J'étais totalement terrorisé. Et voilà, parce que je suppose que mon patron de l'époque avait autre chose à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans la réunion, je me sentais pas du tout, pas très à l'aise. Mais c'est comme ça qu'on grandit, non? Oui, c'est comme ça qu'on grandit. Je pense que c'est le principe de l'eau froide, quoi. Il faut se jeter un peu dans le bain. Je pense que c'était peut-être plus facile à l'époque, peut-être, je ne sais pas, je ne me rends pas compte par rapport à ce que j'entends des jeunes. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, mais de bon stress. Mais les gens de ma génération, mais c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, on allait vraiment le matin travailler chez Gide sans savoir si on allait rester. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une espèce on vivait dans une forme d'incertitude et on se disait, la prochaine connerie, je vais être viré, c'est sûr, je vais pas pouvoir rester. Et donc il y avait quand même un niveau d'exigence et de stress très fort. Très clair. Et donc, quelles ont été les étapes que vous avez franchies chez Gide? Parce que là, aujourd'hui, vous arrivez en 1986, donc ça fait 34 ans que vous êtes avocat. Est-ce que ça fait 34 ans que vous êtes chez Gide? C'est pas faux. Le parcours chez Gide, c'est entre 7 et 10 ans de collaboration, puis la possibilité d'être nommé associé, et puis ensuite une carrière d'associé. Donc moi j'ai suivi ce parcours assez traditionnel. J'ai dû être associé en 1993, et donc sur un terrain de développer l'activité média, audiovisuel. Donc on a travaillé alors essentiellement pendant plusieurs années. Moi j'ai travaillé beaucoup autour de la 5e chaîne, la 5, qui a été créée, donc on a participé à la création. C'était passionnant parce qu'on était dans le cœur du réacteur. On exerçait des activités quasiment de juriste dans la télévision avec le groupe italien qui étaient des professionnels tout à fait impressionnants. Et donc on suit cette chaîne jusqu'à sa fin, la fermeture. C'est la première chaîne qui en France s'éteint à l'écran, c'était en 92, 93, je ne sais plus. C'était un grand traumatisme parce que c'était vraiment, on arrive, l'écran s'arrête, devient noir. C'était la liquidation, la fermeture de la 5 avec beaucoup de péripéties entre-temps au niveau du capital, des activités. Et là, j'apprends tout ce qui tourne autour de l'acquisition des droits audiovisuels, de la cession des droits audiovisuels, des droits de diffusion en matière sportive, de négociation de contrats de création, de production, d'édition, enfin tous ces sujets qui tournent autour de l'utilisation des droits d'auteur. Et je propose à l'époque aux associés de Gide donc de développer cette activité, pas tout seul, avec moi-même des collaborateurs qui sont devenus eux-mêmes des associés, soit chez Gide, soit ailleurs.
et Charles-Édouard Renaud, qui est maintenant chez De Gaulle Florence, Rémi Fekete, qui est maintenant chez Jones Day, François Veit, qui est maintenant à Prague, enfin voilà, des gens avec lesquels je travaille. Et donc on développe cette activité qui marche, qui mélange. L'avantage, c'est qu'on continue de mélanger un peu du contentieux. Donc on n'est pas uniquement sur du conseil, et on travaille sur des dossiers aussi variés que la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, Roland Garros. Moi, je deviens assez rapidement l'un des conseils de France Télévisions. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets, sur des séries, sur du contenu, sur des dossiers de diffamation, voilà, tout ce qui tourne autour de l'activité audiovisuelle. Et alors comment on développe justement une activité, parce que c'est des questions aujourd'hui qui sont très présentes chez les avocats, notamment renforcées par la période de crise actuelle. Quelle a été votre méthode, vous, pour développer justement cette pratique chez Gide ? Il y a d'abord un gros avantage à être dans un cabinet avec beaucoup d'associés, c'est qu'on peut être suscité ou sollicité en interne. Et donc ça, c'est quand même d'ailleurs, c'est un message pour ceux qui nous écoutent, pour les jeunes, que ce soit dans une structure associative comme une structure comme Gide, ou que ce soit dans une structure de réseau. Je pense qu'on ne peut pas être avocat tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avocat indépendant, mais on ne peut pas être avocat tout seul. On ne peut être avocat que si on est reconnu comme une activité dans une matière, avec des partenaires dans d'autres matières. C'est-à-dire que si on est spécialiste du droit social, on a besoin d'avoir des gens qui font de l'immobilier, qui vous envoient des dossiers, et réciproquement. Donc cette activité de réseau, elle est plus facile au sein d'une structure où la mutualisation par le fait de l'association permet ou facilite ces renvois de dossiers. Donc c'était de dire, chaque fois qu'il y a un dossier chez Gide qui arrive sur une question qui est liée à ces sujets, on va appeler Cousy. Donc c'est vrai que ça, c'est d'abord un premier fonds de clientèle. Et puis l'activité, c'est aussi de se faire connaître des partenaires. Souvent les adversaires d'un jour deviennent des clients de demain. Souvent le fait de participer à des colloques, participer à des marchés, le marché du film, le MIPIM à Cannes, le MIPIM c'est l'immobilier, le MIP TV à Cannes, voilà, le festival de Cannes, enfin toutes ces occasions de rencontrer aussi des interlocuteurs. Et assez vite, moi je suis un peu spécialisé dans les institutions, dans des sociétés plutôt à capitaux publics. Donc on a travaillé pour l'INA, on a travaillé pour France Télé, on a travaillé pour France 3, on a travaillé pour Radio France, on a travaillé pour des genres de clients, la Comédie Française, beaucoup d'institutions. Donc c'était un peu une manière aussi de rencontrer des personnes qui étaient dans ces institutions, qui passaient dans d'autres et qui du coup pensaient à nous pour nous confier des dossiers. Très clair. Et alors du coup, comment vous avez réussi à structurer cette équipe, puisque vous arrivez et donc vous passez à l'association 7 ans après que vous soyez arrivé chez Gide en 86, donc en 93, et là vous allez développer ce département et développer cette pratique. À quel moment vous vous dites il faudrait que j'embauche un collaborateur ? Comment un avocat doit savoir quand est-ce qu'un collaborateur doit venir le rejoindre pour lui prêter main forte ? Alors là encore, c'est une caractéristique chez Gide, c'est que Loiret nous a toujours dit qu'il fallait travailler ou recruter des collaborateurs qui étaient meilleurs que nous. Et au-delà de la boutade, c'est vrai parce que on va recruter. Moi, je vois donc en 96, 97, il y a beaucoup de sujets qui arrivent sur les dossiers de télécom. C'est un peu la même démarche que l'audiovisuel 10 ans plus tard, c'est-à-dire que on est sur des opérateurs avec des licences, avec des droits, avec des réglementations. Et là, typiquement, j'ai la chance de recruter un garçon qui s'appelle Rémi Fekete, dont on parlait tout à l'heure, qui va venir apporter à mes côtés des choses que je ne sais pas faire. À la fois sur des questions d'organisation des structures, à la fois sur l'aspect international, le fait qu'on puisse à ce moment-là intervenir hors de France. On a fait beaucoup avec Rémi, il a beaucoup développé tout ce qui était des dossiers en matière d'octroi de licence à l'étranger, dans les pays francophones. Et donc dans les années de 95 à encore d'ailleurs quasiment aujourd'hui, mais de 2015, il y a eu cette période où on va travailler sur des dossiers qui sont des dossiers plus de conseil à ce moment-là, qui sont des dossiers dans lesquels on va rédiger des licences d'exploitation, on va rédiger des conditions d'utilisation des fréquences, on va rédiger des contrats de concession, on va travailler avec des opérateurs, avec des agences locales des télécoms pour apporter
cette ingénierie juridique, et avec des partenaires techniques, parce qu'on va développer aussi des prestations avec des gens qui s'occupent de l'attribution des fréquences, de la gestion du parc, la gestion des tours, enfin tous ces sujets. Donc ça, c'est un deuxième développement qui s'opère dans les années, on va dire dans les années 2000. Quoi. Et donc aujourd'hui, vous continuez sur ces questions, parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de l'attribution des droits. Aujourd'hui, on est dans les mêmes questions avec la chaîne Téléfoot qui a été mise en place. Et par rapport aux fréquences, on est sur la même chose avec la 5G, avec les challenges des mécanismes d'enchères qui sont en train de se mettre en place. Exactement. Donc finalement, les questions reviennent encore et encore de façon différente. Après, la réussite, j'ai toujours un peu de mal à prononcer ce mot parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, une activité pérenne, c'est la rencontre d'une compétence d'abord et puis d'une part de chance. Parce qu'effectivement, je suis arrivé sur ce marché dans les années 80, fin 80, début 90. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui prétendaient connaître quelque chose. Donc j'étais extrêmement prétentieux en considérant que je connaissais cette matière. Déjà, c'est pas évident quand on a 30 ans de dire je suis un spécialiste. C'était très prétentieux, mais faut avoir un peu faut avoir un peu de prétention, un peu d'ambition. Et puis la chance, c'est que ce marché n'existait pas et qu'on l'a fabriqué. Alors avec d'autres, il y a plein de confrères sur ce marché qui aujourd'hui, comme moi, ont monté ces activités. Il y a Winston Maxwell, je ne peux pas tous les citer. Il y avait Frédéric Dupuy-Toubol en matière de télécom. Enfin, il y a plein de gens de ma génération qui se sont greffés sur ce marché. Donc c'est vraiment, je pense qu'un marché, l'activité d'avocat, c'est aussi la capacité à fabriquer ou à profiter d'une nouvelle activité, du nouveau marché. Et si on revient à aujourd'hui, je pense qu'il y a des activités qui ne sont pas suffisamment exploitées par les confrères. Le rapport Perben le dit très bien, il explique qu'il y a une demande de droit qui ne fait que s'accroître, parce qu'on vit dans un monde de régulation, on vit dans un monde de réglementation, on vit dans un monde de compliance, on vit dans un monde où il y a des réglementations sur tout, sur l'environnement, sur la RSE, sur des tas de sujets, et il n'y a pas nécessairement une offre. On n'est pas aujourd'hui, les avocats sont en retard en termes d'offres sur ces prestations. Et alors là, du coup, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les avocats, en tout cas, prennent conscience de ça et réussissent matériellement à se positionner sur ces offres? Alors ça existe, hein, il y a beaucoup de jeunes qui sont... Moi, je suis très frappé par le caractère entrepreneurial de beaucoup de jeunes avocats. Il y en a d'autres qui, malheureusement, ne se sentent pas suffisamment entrepreneurs. Ils se sentent... Ils ont dans l'esprit de devenir Jean-Yves Le Borgne ou Dupond-Moretti, ils veulent faire du pénal, ce qui est formidable parce que ce sont des avocats tout à fait remarquables, mais c'est difficile d'apparaître dans un milieu ou dans un marché du droit, parce que alors c'est pareil, parler de marché du droit, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu provocateur, mais il y a une activité juridique, une activité judiciaire, et dans ces activités-là, il faut prendre sa part, il faut prendre sa place. Et prendre sa place, c'est pas toujours facile, c'est d'autant plus facile dans des métiers ou dans des activités qui n'ont pas encore suffisamment d'avocats. On peut citer le domaine des tutelles. Moi, je vois très bien aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation considérable des questions liées aux tutelles des adultes, des seniors. Malheureusement, on est tous dans cette situation, certains plus proches que d'autres, mais il va y avoir un travail considérable à développer dans ce domaine. Les magistrats sont débordés, les juridictions sont débordées, il y a une inflation de la gestion patrimoniale des seniors, la gestion patrimoniale des gens qui n'ont plus toute leur tête. Enfin voilà des sujets sur lesquels il y a... Alors est-ce que présenter comme ça, c'est peut-être pas intéressant, c'est peut-être pas très, très, très passionnant, mais je crois qu'il faut se fabriquer son métier au sein de ça, ce que font beaucoup de confrères quand même. Mais alors, est-ce que vous pensez que les études au sein de la faculté, dans les écoles d'avocats, puis l'arrivée dans une première collaboration, est-ce que vous pensez qu'on donne vraiment les clés aux avocats pour réussir justement à avoir cette vision entrepreneuriale, la compréhension des objectifs des clients, les stratégies pour pouvoir développer son cabinet? Ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose de mieux? Pas assez, bien sûr, c'est jamais assez. Je pense qu'il y a quand même des outils, il y a une formation. La difficulté qu'on a aujourd'hui à l'EFB à Paris, c'est qu'il y a trop d'étudiants, il y a trop d'élèves avocats, non pas dans l'absolu. Si on projette l'activité des avocats sur 5, 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, il y a une augmentation qui n'est pas énorme du nombre d'avocats en net, parce qu'il y a aussi il va y avoir beaucoup de départs.
Donc la question, elle est plus que la qualité de la formation dans une école où il y a 2000 élèves, elle est beaucoup plus difficile à obtenir que dans une école où il y en a 200. Ça, c'est vraiment l'effet des grands nombres. Et c'est dommage parce que beaucoup d'élèves, là je reçois, on est en pleine période d'inscription, je reçois beaucoup de doléances d'élèves qui disent « je ne peux plus m'inscrire à l'EFB, je suis désolé, je suis désespéré ». Et on leur dit allez donc à l'EDAC, allez donc à l'ERAGE, allez donc… Il y a des écoles qui sont tout aussi performantes. C'est un diplôme national, il n'y a pas de préférence parisienne. Et d'ailleurs là, si on peut faire passer le message, le fait d'avoir passé son diplôme d'avocat à Strasbourg, à Lyon, à Marseille ou à Versailles, n'empêche absolument pas d'être recruté dans des cabinets parisiens. Je veux vraiment faire passer le message, il faut le redire. Je comprends que ça soit une inquiétude, parce que effectivement à Paris, c'est là où il y a le plus de volume de recrutement de collaborateurs, mais ça n'est pas du tout parce qu'on a fait ces études à Paris qu'on va être recruté à Paris. C'est une fausse croyance. Et c'est quoi aujourd'hui votre vision de la profession d'avocat en termes de compétences à acquérir pour devenir un bon avocat ? Il y a une vieille formule chez les anglo-saxons qui dit il y a les chasseurs et les fermiers, les hunters et les farmers. Donc il y a ceux qui vont chasser les clients, puis il y a ceux qui les exploitent, entre guillemets, pas dans le bon sens du terme, qui les font fructifier. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement les mêmes talents, ou pas nécessairement les mêmes qualités. Il faut avoir une complémentarité. Je reviens, il faut travailler en réseau. Il faut chasser en meute. On ne peut pas tout seul avoir toutes les compétences, on ne peut pas tout seul être un bon gestionnaire, un bon chasseur, un bon fermier, un bon technicien, un bon spécialiste, un bon meneur d'hommes, un bon manager. Voilà, tout ça, toutes ces compétences, elles ne peuvent pas se retrouver dans une seule personne. Ou alors, peut-être chez certains qui ont fait des preuves contraires, mais je crois que c'est rare. Je pense que c'est aussi assez rare. Et c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre, on peut offrir au niveau de la formation des formations dans ces différents secteurs, mais on est plus dans une logique plus que du savoir-faire, c'est du savoir-être. Et donc c'est des choses qu'on va acquérir. C'est difficile de les acquérir au niveau à 25 ans, à 30 ans. C'est difficile d'acquérir une expérience, l'expérience de savoir. Quand on travaille avec des particuliers, il y a toute une relation avec la personne qui passe aussi par de l'écoute, qui passe aussi par de l'accompagnement quasiment psychologique. Quand on travaille avec des chefs d'entreprise, on a un problème il faut s'adapter à leur rythme, il faut s'adapter à leur stress, il faut être capable de comprendre quelles sont les problématiques. Aujourd'hui, Olivier Cousy, vous êtes toujours avocat, mais vous avez également le titre de bâtonnier. Vous avez été élu par vos pairs au barreau de Paris. J'aimerais bien savoir, avant qu'on parle de la profession, de ce que vous faites au quotidien, de vos combats, etc., qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous présenter comme bâtonnier ? Alors d'abord, j'ai toujours réfléchi sur la profession. J'ai toujours été… Il y a une phrase que je répète, je ne sais jamais de qui elle est, je finis par croire qu'elle est de moi, qui est de dire la réussite d'un homme se mesure au nombre de personnes à qui il a permis d'atteindre son but ou ses buts. Et je trouve que ça résume assez bien ma philosophie. Moi, je suis père de 5 enfants, et je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de voir des gens réussir autour de soi. Et j'ai toujours été un peu agacé, déçu, ému par des parcours de confrères. Non, je vais finir par pouvoir parler. J'ai été assez ému de voir des confrères qui ont quitté la profession, qui regrettaient de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient, et qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons de circonstances, vivaient des échecs. Je trouve que cette profession offre tellement offre tellement de possibilités que… je vais boire un coup quand même. Oui, bien sûr, allez-y. Que c'est dommage de pas remplir toutes ces espérances. Donc l'idée de base, c'était pour moi de participer. La première fois que je me suis intéressé à l'intérêt collectif de la profession, c'est par l'intermédiaire d'Alain Hollande, qui était le dernier président des conseils juridiques, qui avait rendu bâtonnier, et qui avait monté une structure ici à l'Ordre qui s'appelait la commission prospective.
Ça, c'est dans les années 2000 à peu près. Et je ne sais plus du tout par qui d'ailleurs, je ne sais plus comment je me suis retrouvé là. Et c'était pour représenter le cabinet, j'imagine. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce que serait l'avocat dans 15 ans, qu'est-ce que serait l'avocat dans 10 ans. Enfin, l'idée d'avoir une projection. Et Alain Hollande était un type extrêmement, à la fois très, très, très intéressant et très pragmatique. Et on s'interrogeait sur quels seront les métiers de demain pour l'avocat, quels seront les moyens de faire pour l'avocat. Et j'ai trouvé ça passionnant, avec une conviction qui me tient encore toujours, c'est que la réponse, c'est la formation. La réponse, c'est la formation continue, c'est la capacité des avocats, lorsqu'ils sont dans une situation de difficulté, d'aller bénéficier de formation. Il y a des offres de formation formidables, hein, ici à l'ordre, à l'école, au niveau national, enfin, il y a des formations partout. Et quand on sort un tout petit peu de sa sphère et qu'on va aller voir dans les formations, ça permet d'ouvrir des portes, il y a des trains qui passent, il faut monter dedans, enfin voilà, il faut une espèce de logique en permanence d'être agile et d'être en permanence en train à l'écoute de ce qui se passe, des nouveaux marchés, des nouveaux défis, des nouvelles juridictions, etc. etc. Et donc pour moi, la réponse était la formation. Et avec cette approche-là, je me suis présenté au Conseil de l'Ordre en 2005, je crois, 2005, pour être élu de 2006 à 2009, 5 à 8, je ne sais plus. Et là, j'ai eu aussi l'opportunité de monter avec le bâtonnier Repiquet, qui était bâtonnier à l'époque, un truc qui s'appelle Campus, qui est le campus de la formation, où on a pu offrir aux avocats des formations très diverses en matière de comptabilité, de gestion de cabinet, de nouvelles activités, et avec une formation continue qui est d'abord obligatoire donc, pour les avocats, donc tant qu'à faire de la formation continue, autant que ça soit utile, et qui permettait d'être diversifié. Donc voilà le prisme d'intérêt pour la profession, c'était pour moi la formation. Et on parle de formation continue, donc on fait une petite aparté là-dessus. Est-ce qu'il y a des opérations de contrôle qui sont mises en place par l'ordre ou par le bâtonnier pour vérifier que les avocats les font bien? Parce que nous, on croit savoir que, en tout cas, cette obligation-là est assez légèrement respectée, en tout cas des avocats de grands cabinets. Alors, elle est organisée différemment dans les grands cabinets que dans les plus petits, parce que les grands cabinets organisent aussi des formations en interne. Donc en général, la formation, elle est surtout difficile pour des cabinets de taille modeste ou plus petite, avec un problème d'accès à des programmes de formation. D'où l'idée de campus. En plus, ça permettait en 2-3 jours de faire la totalité des 20 heures de formation. Donc on avait fait ça au mois de juillet, de manière un peu détendue, un peu agréable, avec les activités, les attractions, etc. Pour permettre justement à tous ceux qui n'avaient pas accès à des moyens de formation de pouvoir se former rapidement. Dans les grands cabinets, chez les spécialistes, ceux qui ont des activités très, très pointues, la formation elle est plus facile parce qu'on en a besoin. Ceux qui ont du mal, c'est ceux qui sont un peu isolés, ceux qui sont un peu loin de l'ordre, ceux qui n'ont pas envie ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas dépenser des frais de formation. Donc l'idée c'est de rapprocher toute cette offre de formation. Très clair. Globalement, les avocats se forment quand même pas mal. Hein. Ils se forment tous les jours, ils se forment aussi parce qu'ils se tiennent au courant, parce que le droit change, leur activité change, leur matière change, donc il y a une formation. Le réflexe formation est assez fort chez les avocats. Ce qu'il faut peut-être dire là encore, c'est qu'il y a une formation par rapport à des sujets qu'on ne connaît pas. On a tendance à se former dans les sujets qu'on connaît, c'est-à-dire à se spécialiser, à se perfectionner, ce qui est très bien. En revanche, on manque parfois de lucidité sur ce qu'on peut aller chercher ailleurs. Et on est en train, parmi les efforts qu'on a mis en place avec le Conseil de l'Ordre cette année, notamment à cause du Covid, on est en train de fabriquer aussi des offres de formation sur des sujets qu'on connaît mal, pour pouvoir aller chercher de la formation dans des secteurs qui sont des secteurs soit qu'on n'a pas exploré, soit qu'on connaît mal, dans lesquels on peut travailler. Donc je pense que là, la curiosité, la curiosité vis-à-vis du monde extérieur, ça c'est une qualité de l'avocat. J'en suis convaincu aussi. Et donc, vous êtes membre du Conseil de l'Ordre, mais aujourd'hui vous êtes bâtonnier. Qu'est-ce qui a fait la bascule et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que bâtonnier? Alors d'abord l'ambition toujours, hein, la même prétention qui fait que quand on a 30 ans on dit qu'on est spécialiste et que quand on en a 50 on se dit qu'après tout pourquoi pas être bâtonnier. Puis c'est des rencontres, c'est une rencontre avec Nathalie Roret, la vice-bâtonnière, c'est
des rencontres avec des confrères autour, des gens qui commencent à croire un peu en moi, des gens qui s'intéressent à ce que je fais. À partir du moment où l'idée devient possible, ça devient intéressant. Et donc on se présente une première fois, on est battu par Marie-Aimée Peyron et Basile Adair, et on se présente une deuxième fois où on est élu. Voilà. Ce qui est bien. C'est bien, c'est sympathique. Et alors du coup, vous prenez vos fonctions. D'habitude d'être élu que d'être battu. Oui. Et alors vous prenez vos fonctions, donc toujours avec cette même conviction de la formation. Oui, la formation, l'adaptation, l'agilité, aider les confrères tout simplement à développer leur cabinet, à le faire fructifier, les aider au niveau des pouvoirs publics pour obtenir des avantages, ou en tout cas obtenir des possibilités de travailler, les aider dans leur quotidien avec des offres de services, les aider dans l'accès au numérique avec un plan numérique, les aider dans la formation. On est sous l'eau avec les informations en matière de... Alors on va parler du Covid parce que c'est une situation quand même très particulière, mais même avant ou après le Covid, on a aussi une capacité de changement réglementaire en permanence, et donc il faut tenir les confrères informés de l'ouverture du tribunal, des dates d'ouverture, des moyens dont les dossiers sont traités, quel est le guichet, quelle est l'adresse mail, enfin, multitude d'informations, donc il faut apporter aux confrères cette information. Ça pour nous, pour moi, enfin pour Nathalie Roret et moi, c'était vraiment indispensable, et ça, on a fait je pense des progrès, on a fait faire des progrès au barreau par rapport à la connaissance dans le milieu des affaires, dans le milieu institutionnel, dans les milieux politiques, meilleure connaissance de ce que c'est qu'un avocat, à quoi ça sert, comment s'en servir, comment l'utiliser. Et puis vis-à-vis des confrères, comment mieux gérer leur cabinet, comment obtenir des prêts, comment gérer la difficulté par rapport à la pandémie, etc. Est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous n'avez pas pu mettre en place ou que vous n'aurez pas le temps de mettre en place avant la fin de votre mandat? J'aurais voulu être chanteur de charme. Voilà, et j'aurais voulu être marin, j'aurais voulu être chanteur de charme. Les deux métiers que j'aurais voulu exercer. Aujourd'hui, les regrets, c'est la... D'abord, la mission de bâtonnier est très lourde, donc on n'a pas assez de temps. C'est juste un problème de... Ça, c'est pas nouveau dans d'autres métiers, mais on n'a pas assez de temps pour tout faire. Donc déjà, ça c'est le premier regret. On a ensuite, on a aussi à affronter des situations extrêmement lourdes sur le plan de l'administration française. Moi, j'ai quand même été confronté, alors particulièrement avec cette crise du Covid, à des difficultés de mouvement. On a parlé des juridictions, le premier confinement, les juridictions sont fermées. Il faut trouver des solutions pour faire passer les dossiers, il faut trouver des solutions pour obtenir des dates, pour obtenir des audiences, pour que les résultats puissent être donnés, pour que les jugements soient rendus. Enfin, toutes ces questions très, très matérielles. Moi, je trouve que ce qui m'a appris pour l'instant cette première année de bâtonnat, c'est à confronter des projets avec la réalité. La réalité qui est parfois décevante, hein, parce qu'on a aussi l'impression que on n'a pas suffisamment. Alors c'est aussi on ne pas suffisamment répété, on n'a pas suffisamment remis à chaque fois le sujet quand on voyait l'interlocuteur. Voilà, les choses n'avancent pas très vite, on va dire. Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils à donner à de jeunes avocats qui voudraient se lancer, seuls ou accompagnés? Parce qu'il faut chasser en meute, si j'ai bien compris. Déjà, il faut savoir si... il faut d'abord identifier en soi-même la capacité à affronter un certain nombre d'incertitudes. Le métier d'avocat, c'est essentiellement un métier d'incertitude. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 3 ans, et assez souvent d'ailleurs même pas dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient. C'est un métier d'opportunité, donc il faut savoir saisir les opportunités, il faut savoir résister au stress de l'incertitude, et il faut ensuite avoir une capacité de travail très lourde, hein. Ça je crois que c'est une constante, quelle que soit la structure. Il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer travailler, donc c'est vrai que c'est un métier très prenant, c'est un métier d'engagement, c'est un métier on est totalement engagé dans son métier d'avocat.
Et voilà, on est avocat sous sa douche, on est avocat en permanence. Donc il faut d'abord savoir si on a envie de faire ça. Je crois qu'il faut d'abord savoir si on a envie de ce métier-là, est-ce qu'on a envie de cette activité-là, est-ce qu'on a envie d'être complètement immergé dans des problématiques qui sont parfois lourdes, parfois douloureuses de clients, parfois des choix importants. Il faut aimer cette patte humaine, il faut aimer cette incertitude. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Après, une fois qu'on aime, une fois qu'on a envie de faire ça, le reste vient assez facilement. Alors, il faut se former, il faut choisir le bon créneau, il faut, chasser en meute, travailler en réseau, garder des relations, se faire des carnets d'adresses. Après, c'est vraiment une construction d'une clientèle. Ça prend du temps. Hein. Une activité d'avocat, c'est plusieurs années. On ne peut être reconnu et connu dans le métier, dans le milieu, qu'au bout de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et en plus, je crois que ce qu'on doit souligner, qu'on ne dit pas assez, c'est que le milieu dans lequel on est reconnu est assez petit. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'avocats, oui, il y a beaucoup de juridictions, mais dans le domaine particulier du droit de la construction, dans le domaine particulier du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la consommation, du droit de la concurrence, du droit commercial, du droit pénal, en réalité, il y a le nombre de personnes concernées est beaucoup plus petit. Et donc la réputation qu'on va avoir au milieu des autres avocats, la réputation qu'on va acquérir, la notoriété, c'est finalement la seule richesse qu'on a. Donc voilà, ça s'acquiert très doucement, ça peut se perdre très vite. Donc le piège pour les avocats, à mon avis, le grand danger, c'est de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et là, il y a une vraie difficulté d'appréciation du risque, d'appréciation de lucidité à garder. Et on est très souvent poussé par des clients. On est très souvent poussé aussi par des raisons purement d'activité. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais prendre tel dossier, même si je ne suis pas très compétent, mais je vais le prendre parce que j'en ai besoin pour boucler mes fins de mois. J'ai coutume de dire, et je le répète, qu'un cabinet d'avocats, c'est d'abord en tout, c'est des clients et des clients qui payent. C'est ça les deux conditions. Il faut des clients et il faut que les clients payent. Donc on peut être tenté de prendre des dossiers qu'on ne sait pas bien faire, on peut être tenté parfois, c'est un problème déontologique, d'être poussé à faire des choses qui sont un peu limites par rapport à notre déontologie. Je ne parle même pas de limites par rapport aux règles légales. Mais donc cette mise en danger sur des situations qu'on maîtrise mal, qu'on connaît mal, elle est réelle et il faut savoir y résister. C'est pas facile. Et là, l'ordre, le bâtonnier, bien sûr, les membres du Conseil de l'Ordre, les gens qu'on a pu côtoyer, des gens qui ont été enseignants, des gens qu'on a pu côtoyer dans des dossiers. On a toujours intérêt à aller voir des plus anciens, à poser des questions, à se confronter à ces réalités avec l'aide de quelqu'un. C'est toujours très utile. Oui, c'est un métier d'expérience et nous, c'est ce qu'on conseille aux jeunes qui se lancent et qu'on accompagne, c'est d'avoir toujours une équipe de mentors, d'avocats plus âgés, Exactement. Qui prêteront main forte et qui interviendront même sur le dossier, en prenant une certaine partie des honoraires bien sûr, mais en tout cas en travaillant main dans la main pour que le jeune gagne en expérience et le plus expérimenté puisse également transmettre son expérience à la jeune génération qui arrive. On a tous fait des choses effrayantes, non pas de choses graves, mais c'est tous retrouvés dans des situations de stress effrayantes parce qu'on avait loupé un délai, parce qu'on est arrivé, on courait. À l'époque, on déclarait d'appel physiquement, on se retrouvait à courir dans le métro pour aller déposer avant la fermeture du guichet le truc qui était en appel de dernier jour, enfin des situations de stress, sans parler bien sûr des plaidoiries. Moi j'ai été secrétaire de la conférence, quand on plaide aux assises ou quand on plaide dans des plaidoiries avec beaucoup d'engagement. Ce sont des très grands moments qu'il faut vivre pleinement, c'est pas facile. Mais je pense que la réponse, elle vient du réseau. Et j'insiste là-dessus parce qu'on voit trop souvent le parcours comme étant avocat, collaborateur, associé. Je pense qu'aujourd'hui, les choses bougent, les structures sont plus légères, et donc on peut très bien imaginer qu'on sera une période collaborateur, une autre fois associé, et puis une troisième fois dans une petite structure qui rejoindra un regroupement de structures, et avec des renvois de dossiers, éventuellement interprofessionnels avec d'autres professions, et éventuellement, mais ça je vais me faire que des amis, éventuellement comme avocat dans l'entreprise. Moi, je pense aussi que c'est une bonne chose. Ok,
Vous avez 34 ans de carrière en tant qu'avocat, si mes calculs sont exacts. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit « je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, j'en ai marre, je veux faire autre chose » ? Non. Alors vraiment jamais. Et je crois que c'est quand même la grande qualité de cette profession, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. C'est une profession de passion, jusqu'au bout alors, et même pas de peur. Oui, et puis c'est une profession, voilà, on disait tout à l'heure, il y a des regrets, il y a des remords parfois, mais moi par exemple, je trouvais dommage que les avocats, quand on fait du transactionnel, quand on fait des opérations de contrat et des choses comme ça, on n'est jamais tenu au courant de la manière dont ça se passe. Parfois on est rappelé que ça se passe mal. Et donc on rédige un texte, on rédige un contrat, on passe un accord et puis cet accord va fonctionner. C'est vrai que parfois on aimerait bien savoir comment le contrat se met en forme, quelles en sont les conséquences. Ça peut être intéressant. Ça effectivement on n'est plus au courant par rapport. Et ça c'est un suivi du client qui pourrait être opéré, puisque nous on voit les avocats comme étant vraiment des bras droits du chef d'entreprise, et donc on leur conseille de se placer dans la position d'expert, non pas simplement pour solutionner un problème juridique lorsqu'il y a une difficulté, mais vraiment en qualité de conseil à assez haut niveau, où le résultat devrait être même à la fin, que lorsque le client dirigeant a des problèmes dans son couple qui ne sont pas amenés au divorce, c'est son avocat qui l'appelle pour lui poser les bonnes questions. Oui, ça c'est une forme d'avocat qui existe encore, qui a existé, qui est cette espèce de conseil très personnel. Ouais. Il y a tellement de diversité dans ce métier que, on rencontre des gens qui sont des avocats un peu psychologues, des avocats très hommes d'affaires, des avocats qui sont très judiciaires, très plaideurs. On a d'autres qui sont plutôt dans l'accord, qui sont plutôt dans la maïeutique, qui fabriquent des accords, qui font de la médiation. Enfin, il y a une profession, on peut vraiment faire plein de choses. Il ne faut jamais oublier qu'on doit avoir des clients et qu'il faut faire payer ses clients. Voilà, ça c'est la base. Bien sûr. C'est la base. On doit en vivre. Hein. C'est un métier dont on doit vivre. Alors parfois c'est difficile, mais c'est un métier qui doit permettre de vivre normalement. Enfin, c'est pas un métier qui permet de faire fortune. C'est un métier qui permet de vivre normalement et de manière agréable. Et c'est vrai qu'il faut aussi savoir se faire payer, et ça fait partie des travaux de l'ordre. L'ordre apporte aussi un service, qui est un service de taxation des honoraires, fixation des honoraires. L'ordre aide aussi à faire payer les clients récalcitrants. L'ordre est là aussi pour régler les problèmes entre avocats, pour gérer les difficultés dans les dossiers, gérer les difficultés dans les contrats de collaboration. En fait, l'ordre est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Et il peut être utilisé, l'ordre est perçu comme une sorte de gendarme qui va sanctionner parce qu'on a mal fait son travail, mais c'est très peu de l'activité de l'ordre. L'essentiel de l'activité de l'ordre, c'est d'apporter des services aux confrères qui souvent ne le savent pas. Très clair. Olivier Cousy, je vous ai pris beaucoup de temps parce que je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé, mais j'aimerais quand même que vous me donniez un mot de la fin, un message que vous souhaitez transmettre à la profession, et majoritairement du coup aux avocats de Paris, parce que c'est eux que vous représentez. Vous avez carte blanche. Si je m'adresse aux avocats de Paris, je leur dirais qu'ils ont devant eux des perspectives de travail, de développement, d'activités qui sont tout à fait exceptionnelles. On a la chance d'être parmi les pays les plus sophistiqués en matière juridique. On a la chance à Paris d'être dans un endroit extrêmement centralisé où se trouvent la plupart des sièges sociaux, des activités, des juridictions d'excellence, des juridictions de haut niveau. On a la chance d'avoir des jeunes qui arrivent sur le marché, qui sont formés, qui sont extrêmement brillants, très spécialisés dans leur matière. Donc il y a tout, à Paris, il y a tout pour faire des cabinets d'avocats formidables. Donc moi, le message, c'est voilà, saisissez cette opportunité, saisissez votre chance et puis faites fructifier votre cabinet. Parfait. Écoutez, Maître Cousy, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis sûr que cette interview plaira à beaucoup d'avocats et de futurs avocats. Et je vous souhaite une bonne fin de mandat et une bonne reprise de la carrière d'avocat. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.
Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.